Salut les gars, salut les amis, comment vous allez aujourd'hui? Je suis trop contente de vous retrouver. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai. Alors bienvenue sur Destination, ton podcast où on parle de course à pied, de dépassement de soi et de parcours de vie pour avancer pas à pas vers notre destination. Alors, si c'est la première fois que vous cliquez sur cet épisode, bienvenue. Moi c'est Emilienne, Just Amy, Amy pour les intimes. Mais comme on est entre nous, ça fonctionne bien. Donc les amis, l'objectif de ce podcast, il est vraiment simple. On est là pour vous partager des conseils concrets, mais surtout vous montrer comment vos passions vraiment devenir des véritables piliers dans votre vie et celle des autres pour vous aider simplement à vous dépasser, à vous reconstruire ou à vous sentir aligné. Donc asseyez-vous bien parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Il y a un invité de qualité et on va aborder un sujet que je trouve super intéressant parce que je me pose toujours la question, comment ils font ceux qui sont malades, qui peuvent avoir des maladies génétiques ou tout d'un coup tomber malade comme ça? Comment ils font pour s'en sortir? Comment ils font pour faire des sports qui sont alignés avec leurs conditions physiques ou mentales? Aujourd'hui, j'ai une invitée qui va venir parler, mais je parle trop. Je vais la laisser se présenter. Je vais lui faire de la place sur mon canapé puisque vous doutez bien qu'elle n'est pas encore arrivée. Voilà. Bienvenue Aurélie. Bienvenue sur Destination. Je suis très contente d'être là. Un peu excitée. Ouais, déjà, comment l'épisode il va commencer? Non, mais désolée pour vos oreilles. Mais du coup, bienvenue Aurélie sur Destination. Je suis grave contente de t'avoir, surtout pour ce sujet. Ouais. Et pour le petit disclaimer, vraiment, 90% de ce qu'elle va dire, je l'ai découvert il y a quelques jours. Donc, c'est encore plus intéressant parce que moi, Aurélie, on se connaît, on y reviendra après, mais je te connaissais pas. Tu sais, parfois, tu connais les gens, mais tu connais pas. En profondeur. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, Ouais, etc. c'est vrai. C'est pour ça que sur le podcast, on va vraiment parler de parcours de vie. On va forcément parler de sport, comme vous savez, de dépassement de soi. Mais le parcours de vie, il est vraiment important parce qu'il est propre à chacun. Et c'est de là qu'on peut vraiment tirer les meilleurs conseils, les meilleurs témoignages. Et donc, Aurélie, aujourd'hui, elle va nous partager que ce soit ses peurs, ses craintes, mais surtout ta résilience, que j'ai découvert que vous allez découvrir également. Et bien sûr, sa joie de vivre, comme vous pouvez le voir. Donc, je parle beaucoup, mais je vais te laisser te présenter en quelques mots, me dire un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, là, moi, c'est Aurélie, j'ai 34 ans. Je viens du sud de la France. Actuellement, je pense que vous savez, là, on vit au Canada, on vit à Montréal. Survie. On survit à Montréal et le froid. C'est à peu près ça sur moi, en vrai. Hein, Et comment tes amis te décrivent? Très franche. Je crois que c'est ce qui revient le plus. Oui, elle est très... en vrai, c'est Ouais. une sudiste. Mais je crois que c'est ce qui revient tout le temps, quand les gens ils apprennent à me connaître ou pas, c'est ma franchise, genre. Je fais pas exprès, Ouais. mais T'es authentique. Ouais, et c'est ça. Je dirais un peu timbré sur les bords, un petit peu. Et voilà, il y a un fort caractère, c'est ce qui revient. Je crois que c'est ce qui revient le plus dans les gens qui me connaissent ou qui me connaissent pas. Ça, c'est vrai. C'est les 3 points, je crois qu'à chaque fois on me décrit. Ouais, il y a ça aussi. Et puis, t'es quelqu'un aussi qui est très disponible pour son entourage. Oui. Genre, tu vois, elle sait dire non. Si elle a pas envie, elle va dire non. Elle va dire non. Ouais. Mais tu sais que quand elle dit oui, elle est dedans, elle est full in. Donc ça, c'est vraiment cool, Ouais, tu vois. c'est vrai. Moi, je voulais savoir, je sais que tu as pas mal voyagé l'année dernière. Je voulais savoir, c'était quoi ton meilleur voyage que tu as fait ou la meilleure ville où tu as pu aller? Franchement, je suis partie avec ma coloc, très important. Je serais peut-être pas partie toute seule tout de suite, 3 mois de suite. Je crois que c'est la Colombie. On a fait Colombie, Guatemala, Belize, Mexique. En 3 mois, on s'est régalé. Mais vraiment, je pense que la Colombie, ça restera... Le coup de cœur. Là, ça restera le coup de cœur avec Pauline. Et j'ai une mention spéciale pour le Tukawa Hotel, qui se trouvait dans une... Elle fait de la pub. Une Tukawa, finca café. Si vous pouvez nous inviter, s'il vous plaît. Ah ouais, grave. On fera un podcast là-bas, c'est incroyable. Mais oui, c'est dans une finca de café, dans les hauteurs. À la fois, t'es bien placé. À la fois, tu déconnectes complètement. Enfin, C'est un voyage qui t'a fait du bien. de fou. Parce que j'embête un peu, mais le voyage, il est arrivé aussi à un moment où toi, tu pensais à quitter le Canada. Ouais. Et au final, je suis revenue. Et là, elle est revenue. On va reparler de cette petite transition. Ouais. Mais je pense que là, nous deux, on a émigré entre guillemets au Canada. Du coup, souvent dans les voyages, c'est là qu'on va quand même pas mal se découvrir. Et toi aussi, ce voyage, ça t'a permis aussi de davantage se découvrir et de savoir où tu voulais aller ou pas. Ouais. Et finalement, chaque étape qu'on peut avoir dans notre vie, ça va toujours nous rapprocher un peu plus de là où on est supposé être. Et donc ça, c'est super important. Je sais qu'Aurélie, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi tes 2 indispensables? Genre les deux choses que tu aimes faire et qui sont indispensables pour ta vie? Mon téléphone. Ah Je suis une accro à mon téléphone, tout le monde le sait, c'est insupportable. Mais j'avoue que mon téléphone, c'est ça qui me permet de prendre les photos,
je fais beaucoup de choses sur Instagram. Franchement, je regarde Netflix, j'écoute les podcasts, je fais tout avec mes papiers. Je fais mes papiers. J'ai eu un ordinateur que cette année, j'ai 35 ans. Tous mes papiers sur le téléphone. Ok. Donc, en gros, mon téléphone, ma vie. Ok. J'avoue que sans ça, je dors à mon téléphone aussi. Je peux pas. Non, mais ça, c'est pas bien. Faut pas... Moi, j'ai vu qu'il fallait pas qu'on dorme à côté de Il notre téléphone. faut pas, mais bon, moi, c'est mon bébé, je l'ai à côté de moi. Donc ça, je dirais, si je dis pas téléphone, je serais une grosse hypocrite. Et en deuxième, mes livres. Genre, je lis énormément, j'aime beaucoup, beaucoup lire. Et j'ai les livres sur le téléphone aussi, parce qu'il faut pas savoir que j'ai pas un téléphone, mais deux. Elle a tout sur le téléphone. Elle a tout sur le tel. J'aime les livres papier. Avoir une bibliothèque, pour moi, c'est vraiment... c'est pas un luxe, mais c'est ce que j'aime. Si j'ai pas de bibliothèque, c'est pas chez moi. Et maintenant, je lis aussi sur mon téléphone pour pouvoir lire encore plus. Donc, c'est ça, ces deux choses-là. Ils sont vraiment indispensables. Ouais, pour moi, ouais. Ok. Pour moi, ouais. Ok. Du coup, avant de venir ici, tu m'as dit que ce matin, tu te sentais pas bien et tout, parce que tu étais fatiguée, etc. Ouais. Mais que tu avais prévu normalement d'aller t'entraîner. Parce Ouais. que je sais que tu t'entraînes quand même régulièrement. Ouais. Nous deux, on a quand même cette passion. Enfin, je sais que toi, c'est une passion. Ouais. Moi aussi, c'est une passion. Ouais. Pour le sport, bah, moi, c'est notamment la course à pied, comme vous le savez. Mais toi, là, tu fais du sport en salle, etc. Mais toi, je voudrais savoir à quel moment le sport s'est rentré dans ta vie et comment ça t'a défini en tant que personne. Ouais, moi, le sport, vraiment, je remercie ma maman parce que vraiment, c'est grâce à elle que j'ai fait du sport depuis toute petite. Ok. C'était essentiel pour elle. Donc, dès que j'ai eu l'âge de 3 ans, elle m'a mis au baby gym. Donc, C'est hésité ça, baby gym. Ouais. C'est quoi En baby gros, gym? c'est un peu plus pour la motricité. Tu peux Ok. envoyer n'importe quel enfant, mais ça va permettre à la motricité, à se dépenser. Voilà, donc elle m'avait mis, je me rappelle, dans mon village au baby gym. Puis au final, je m'en sortais plutôt pas mal. Donc, ils avaient dit, il faudrait peut-être qu'elle aille en club. Ouais. Et j'ai commencé la gymnastique. J'en ai fait pendant 11 ans. Mais à côté de ça, ma mère, elle m'inscrivait tout ce qui est multisport. Donc, à chaque fois qu'il y avait des vacances, j'étais au multisport. Ah oui, c'est les trucs qu'ils font là pendant les vacances scolaires. Exactement. Mais ça me permettait de tester plein de sports différents. J'ai adoré le judo, le volley, le handball. J'ai découvert plein de sports que j'ai adorés. Mais le sport que tu faisais vraiment principalement, C'était la gymnastique. Ouais, c'était ça. Et à côté de ça, il y avait plus le sport aussi au collège ou au lycée. Ouais. Donc, en fait, ça me faisait beaucoup de sport à la semaine. Je crois que j'étais rendue à 15 heures de sport par semaine. Ouais, c'est énorme. Je faisais beaucoup, ouais. Est-ce que tu faisais de la J'adorais ça. compète un peu? Je faisais de compétition, ouais. Ok. Compétition de gymnastique. J'avais atteint un bon petit niveau, pas d'excellence, mais un bon niveau. Et c'était cool, ouais. Mais t'aimais bien faire ça, genre t'aimais J'ai vraiment adoré la faire ça? compète. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de pression, non, en gym? Ouais. Mais moi, ce que j'aimais dans ce sport, c'est que on était en équipe et à la fois, on était individuel. Ouais. Donc, on pouvait La même gagner chose en autant en athlétisme. équipe, autant en individuel, qui fait qu'on se surpassait pour les deux. Ok. Pour soi-même, pour l'équipe, on était tout aussi fiers, genre, de monter sur le podium soi-même ou avec l'équipe, donc plus de médailles. C'est-à-dire que toi, t'étais fair play quand même. Parce que moi, j'étais une super mauvaise joueuse. Non, moi, non, jamais été mauvaise joueuse. J'ai pas regardé les autres, plus moi. Mais toi, de ce que tu me décris, c'est-à-dire que t'étais vraiment de girl. T'étais vraiment là pour encourager tout le monde, etc. Ouais. Moi, j'ai jamais été mauvaise joueuse. Jamais. Par contre, je suis là pour la gagner. C'est-à-dire que quand on rentre en compétition, mais si je vais tu tout perds, ça faire. te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Parce que ça veut dire que j'ai pas été au niveau. Par contre, je peux beaucoup m'énerver si c'est injuste. Oui. Si je vais estimer que, je sais pas moi, le jury ou Dieu seul sait quoi, ça a été hyper injuste, là oui, ça peut vraiment me toucher. Par contre, si j'ai pas été au niveau et quelqu'un était meilleur que moi à côté, je m'incline. Waouh. Ouais, je m'incline. Mais ça, c'est... C'est pas ton cas, Amy. C'est vraiment pas mon cas, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi. C'est bien. Parce que je pense que quand je faisais de l'athlétisme, c'est juste que, comme je disais dans d'autres épisodes, c'est que j'attachais le fait de gagner à ma valeur. Donc, c'est vrai que si je gagnais pas, ça rendait une image de moi que j'aimais pas. Ouais. Et je me disais, j'ai pas fait assez, j'ai pas assez travaillé, c'est pas normal, tu vois. Donc, il y avait ce côté-là. Et puis, à côté, genre, mauvaise joueuse en général, tu sais, quand on va faire des jeux de société, quand on va faire des trucs comme ça. c'est juste qu'en fait, je vais essayer de garder mon calme, mais j'ai trop la rage. Ouais. Mais en vrai, je sais que quelqu'un est meilleur que toi, c'est bien. Mais moi, je suis en mode, non. Ouais, je triche un peu, donc genre, non. Non, moi non, pas du tout. Mais non, toi, c'est bien. Et puis, c'est ton exemple, là, Aurélie. Pas moi, mais I'm working on that. Donc, tu disais que ta mère, elle t'avait inscrit très, très tôt aux différents sports, etc. Et on sait que moi, je dis souvent que le sport, c'est vraiment l'école de la vie. Tu dirais que ce serait quel trait de personnalité que tu as développé en faisant du sport aussitôt? En tout cas, durant ton enfance, on va pas arriver maintenant. Ouais, bien sûr. Mais Dans l'enfance, de toute façon, le sport, en règle générale, je trouve que ça t'apporte de la cohésion.
C'est-à-dire que, tu sais, quand on est petit, on dit: «Oui, il faut apprendre à partager, il faut apprendre à faire ci», mais quand tu fais du sport, ça t'apprend de la discipline, ça t'apprend que quand tu pas envie, tu vas quand même. Quand tu es fatigué, tu vas quand même, C'est parce que vrai. tes parents, ils ont payé, donc tu vas quand même. Et en fait, toi, tu te rends pas compte de tout ça, mais en fait, ça te donne une discipline de Ouais, fou. c'est vrai. Et aussi de faire des compétitions, et cetera, ça t'apprend tu te surpasses. Ça t'apprend la frustration aussi. Ouais, tu partages avec tes coéquipiers aussi plein de moments, et cetera. Donc oui, pour moi, c'est ça. Ça m'a appris énormément sur ma façon d'être, plus jeune, ouais. Ouais, bien sûr. Complètement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle, elle dit, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode Comment trouver son talent, c'était l'épisode 8. En fait, on voulait savoir dans cet épisode-là si le talent, il était inné ou si le talent, tu pouvais le travailler en réalité. La question, la réponse est dans la question, pardon. Le talent, on sait qu'il n'est pas inné, forcément. Mais on sait qu'il peut arriver par des prédispositions ou par un environnement qui va être favorable à développer un talent, une compétence, etc. Toi, dans ton cas, est-ce que tu dirais que parce que ta mère t'a inscrit tôt, parce que tu avais un environnement favorable, propice au sport, a fait de toi quelqu'un de sportive? Ouais. Et si oui, Ouais. du coup, Ouais. comment s'articuler en fait? Donc, tu as fait 11 ans de gymnastique, mais qu'est-ce qui a fait que même quand ta mère, elle te poussait pas, tu continues à y aller? Je pense aussi parce que, comme on disait tout à l'heure, tu sais, tu veux quand même en compétition valoir quelque chose, tu veux pouvoir te donner à fond. Ouais. Tu te dis: «Si je vais pas à l'entraînement ce soir, ça veut dire que je vais régresser plus que mes copines». Et puis, en vrai, aussi pour voir les copines. Enfin, on allait à la gymnastique, on rigolait bien avec les copines. Donc, tu y vas aussi parce que ça te distrait. Ouais. Parce que ça, tu sais, tu es tout le temps à l'école, toute la journée, le ci, le ça. C'est un peu la récré, même si tu dois travailler dur en sport, c'est quand même la récréation. C'est cool de voir de te dépenser, de voir les copains, les copines, t'amuser. Quand on n'avait pas envie, au pire des cas, on faisait des saltos avant. Avoir des bons coéquipières, ça aide forcément. Ouais. C'est une motivation, c'est une forme de Comme aller motivation au travail pour aujourd'hui. continuer. On n'a pas envie d'aller au travail, on gagne des sous, mais si l'équipe, elle est bonne, t'es content d'aller à ton travail pour voir les copains, au moins, tu vois, genre, ça compte. C'est un peu la même chose. Les jours où t'as pas envie d'aller au sport, tu te dis au moins, tu vas voir les copains, les copines. Juste à penser du travail, je suis en tachycardie. Non, mais c'est vrai de fou, en vrai. Les collègues, ça compte trop. Non, c'est vrai que forcément, les gens avec qui tu vas faire ton sport, ça va forcément t'aider à te dépasser. Ouais. Et il y avait un truc qu'on disait, tu sais, parce que nous, alors on va remettre dans le contexte. Donc toi, tu as fait du sport quand tu étais très jeune, tu as continué, tu as aussi fait différents sports. Ce qui t'a permis de travailler aussi différentes, comment on peut dire, parties de ton corps, différentes forces, parce que dans chaque sport, il y a des forces différentes et des choses que tu vas travailler, autant sur le trait aussi de ta personnalité ou autre. Et on va venir très rapidement au sujet principal de cette vidéo, parce que bon, si t'es là, c'est que tu réponds aussi à la problématique. Moi, je suis pas médaillée d'or non plus, quoi. Donc, on se doute bien que c'est pour autre chose que je suis là. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le fait que tu étais dans le sport, que le sport, c'est passé d'une activité que tu faisais à une passion, voire à une vision? Ok. Je pense que le sport, au début, ça a été pour moi un échappatoire. Comme on a dit, on s'est dépensé, l'esprit d'équipe, caca, fait tout ce qu'on apprend à une jeune enfant, là. Ouais. Puis après, c'est devenu une passion parce que j'aimais tellement ça que je me suis dit: «Eh mais je vais en faire mon travail». Donc j'adorais ça. Puis après, petit à petit, j'ai grandi, j'ai vieilli, les choses qui se sont passées aussi différemment, les problèmes d'adultes là, de jeunes adultes, on va dire. Mais c'était quoi j'ai fait autre chose, quoi. ton rêve? Ah, mon rêve à moi, c'était d'être prof de sport ou d'être pompier. OK. Ouais. Et du coup, dans ton rêve de prof de sport, tu avais comme une vision claire de comment tu pouvais atteindre cet objectif? Ouais, j'aurais voulu être coach, en gros, ou dans le privé, ou peut-être au collège, entre guillemets, je suis méchante de dire ça, mais au moins bien au collège et au mieux être coach sportif, justement, comme mes entraîneurs en gymnastique, sur une discipline bien précise. Oui, c'est ce que j'aurais voulu. Je pense aussi que tout sportif qui adore son sport a envie de faire ça à un moment donné. Ouais, t'as envie d'être t'as envie de transmettre. T'as envie de transmettre, c'est ça. Et moi, ça fait partie de moi de transmettre, même encore aujourd'hui. Donc, même si c'est des métiers complètement différents, mais au final, ça a été plutôt ça, je pense, au début, ma prédisposition au sport et mon envie d'en faire tout le temps. J'en ai eu envie d'en faire un métier. Et de vraiment vivre de ça au quotidien. Ouais. Tu sais, dans l'épisode que j'avais sorti avec Tiwell, on a fait une interview avec un pote à moi, qui est photographe. Et justement, on parlait un petit peu du sport et il me disait qu'il y avait des gens autour de lui qui étaient professionnels, tu vois. Et donc, ça que je disais par rapport au fait qu'on en vient à la vision
c'est qu'on disait que la différence entre, genre, nous, genre moi qui ai fait du sport pendant longtemps, mais qui est pas devenu pro, et eux qui sont devenus Ouais, pros, ouais. c'est qu'eux, ils avaient la vision depuis le départ Ouais. qu'ils voulaient, en vivre, tu vois? Ouais. Qu'ils voulaient atteindre des hauts niveaux. Comme toi, finalement, qui a aimé ça, qui est passé à la passion et de la passion qui est passé à une Et vision. moi, on m'a coupé la vision. Non, du coup, c'est ça, c'est que quand tu as une vision aussi claire, parce que pour moi, qui finalement n'a pas été pro, c'est je suis en mode, c'est pas grave si je suis pas pro. Mmh. Mais pour toi qui avais cette vision de vouloir et que tu as dû y renoncer, Ouais. est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as dû renoncer à cette vision et qu'est-ce que c'est venu chambouler en toi? Ouais, déjà, il y a 2 points. Comme j'ai dit, je voulais être prof de sport et pompier. Donc ça va être 2 visions différentes de pourquoi je suis pas allée là-dedans. OK. Pour être prof de sport, il fallait être bon à l'école. OK. Je l'étais pas. Donc quand j'ai dit ça, conseillère d'orientation et compagnie, ils m'ont regardée, ils m'ont dit: «Oui, bien sûr, tu vas faire coiffeuse». Je dis: «Pas du tout». C'est pas j'ai rien contre les coiffeuses, au contraire là, parce que quand c'est un métier de passion aussi, je Ouais, trouve et 100%. il faut être très, très bon, mais moi, c'est pas le mien. Donc je me suis dit: «Mais ils me prennent pour un con, en fait. Je vais absolument pas faire ça». Mmh. Et j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit: «Non, je voulais être pompier aussi» et je me suis dit: «Ça réunit tout ce que je suis». Genre, l'aide à la personne, la d'être transmission sportif, sportive. d'avoir une condition physique. Enfin, ça réunissait tout ce que j'aimais, donc je suis rentrée chez les cadets. Ouais. Et à côté de ça, je suis rentrée, en études de stylisme. Donc dans le fond, j'avais abandonné prof de sport parce qu'on m'avait dit que j'étais pas assez bonne. Bon, Mmh. j'avoue qu'il fallait quand même avoir de meilleures notes que ce que Ouais. j'avais. J'avais avertissement de travail, toute ma vie, j'ai eu avertissement de travail, donc aussi, Écouter en classe. voilà, faut travailler aussi pour obtenir ce qu'on veut. Ouais. Chose les gens qui font sport-études et je m'en rends compte aujourd'hui, ils Oui, ont quand c'est même pas de du très bonnes notes aujourd'hui, ils gèrent leur life. Moi, je faisais pas ça, Ça, c'est quoi. bien, par contre, faut qu'on le dise parce que souvent, ceux qui faisaient sport-études, on a l'impression que ceux qui faisaient des carrières dans le sport, c'était ceux qui étaient nuls à l'école. Ouais, Alors que c'est faux. très exigeant C'est parce qu'il faux. faut être autant bon à Ouais, l'école ouais. et autant être full impliqué Ouais. sportivement parlant. Et en plus, moi, je me rappelle, j'en avais rencontré, ils connaissaient tout ton corps, comment il fonctionnait, Ouais, ouais, les non. nutriments, les nanana. C'est Et hyper pointu. aujourd'hui, je me rends compte que c'était très pointu, que Hyper pointu. je dis pas que les profs avaient forcément tort, mais j'ai été Ils coupent l'herbe sous le aujourd'hui pied quand même. complètement et aujourd'hui, je me rends compte à 34 ans que vraiment, j'aurais pu le faire. Mais surtout, tu sais, le Ouais, truc, elle aurait c'est pu que le le faire. pire, c'est que les profs au collège. Ouais. Est-ce que vous les avez déjà vus courir? Est-ce qu'on les a déjà vus courir? Non. Donc Je l'ai ouais. jamais vu perso, hein. Donc Ouais, non, c'est dommage pour moi parce que je trouve que, c'est vrai que même si j'étais pas bonne à l'école, je me suis découverte que même si j'ai fait du professionnel, tu vois, un bac pro, qui n'est pas général, on sait que c'est un niveau un peu plus en dessous, faut non, dire il ce faut qui est. non, faut qu'on Mais casse les amalgames. non, mais par contre Les pros, ils s'en sortent mieux que ceux qui sont en général, hein. ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on est déjà sur le Ouais, marché du travail. c'est ça. Donc on parle pas de travail, on Ouais. parle vraiment en Oui, termes en termes de OK. ouais, de cours. Ouais. C'est un niveau un petit peu plus en dessous parce que c'est logique, on nous apprend un métier. Oui, Donc il y a on veut plus ce côté maintenir un métier. niveau Ouais. pro au-dessus et un Ouais. niveau intellectuel, middle, on va dire. Donc c'est sûr que je m'en suis beaucoup mieux sortie, et je regrette pas du tout d'être allée en filière pro justement pour ce qu'on disait, parce que moi j'ai toujours eu de travail et j'ai jamais eu aucun problème dans ma carrière. Mmh. Donc ça, top. Par contre, pour les pompiers, j'ai dû abandonner. OK. Du coup, Donc pour les pompiers, ouais. donc, qui était donc ton 2e souhait, Ouais. c'est bien, elle avait quand même un plan B qui était au même Ouais, niveau, ouais. parce que c'était 2 choses que tu voulais faire. Mmh. Mais est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu ne sois pas pompier? Est-ce que tu peux nous partager ça? Ouais. Alors je suis rentrée chez les pompiers, donc chez les cadets, c'est 3 ou 4 ans dans mes souvenirs, 4 ans je dirais, Mmh. où on t'apprend, toutes les conneries, les grades, les ci, les ça et tout et il y a les manœuvres. On t'apprend les manœuvres et pendant les manœuvres, Les manœuvres, c'est quoi? C'est genre enfiler les vêtements, tout ça? ça peut être, éteindre un feu. En fait, on avait des grandes plaines, où justement on travaillait en équipe, on courait et Attends, cetera. On courait et cetera et tout et on nous apprenait à ouvrir la lance, à fermer la lance, à être 2, un avant, un arrière et Ouais. cetera. Bref, tout plein de manœuvres pour justement nous préparer au terrain futur et aux concours futurs. Mmh. Et et donc moi, on va en revenir, je suppose, après, mais moi, je suis atteinte de la maladie de Fabry et je crains la Non, chaleur. on va pas en revenir après, c'est Maintenant, là, c'est maintenant. Donc, on va en revenir tout de suite. En gros, moi, j'ai la maladie de Fabry. C'est une maladie rare, génétique, orpheline. Et je suis au courant que je l'ai depuis l'âge de 8 ans. J'ai été l'une des plus jeunes de France à l'avoir. Ils pensaient à l'époque que les filles ne pouvaient pas l'avoir, étaient que porteuses du gène. Et il s'avérait que pas du tout. J'ai fait une crise de ma maladie. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu plus, c'est quoi l'origine de la maladie de Fabry? Ouais. Est-ce que tout le monde peut l'avoir? Non, comme j'ai dit, c'est génétique. OK. Donc, c'est mon père qui me l'a transmise. Donc, dans l'arbre généalogique, mon père a un frère. Donc, les 2 sont malades. C'est 2 hommes, donc ils sont malades. Et
ça compte sur les chromosomes X et Y, etc. Donc, ça compte quand tu veux tomber enceinte, de savoir si tu auras un garçon, une fille qui sera malade ou porteuse du gène. Enfin bref, tout un bordel. Donc, techniquement, ils avaient dit à ma mère que si elle avait des filles, ils seraient porteurs du gène, mais pas malades. Donc, mes 2 petites sœurs, parce qu'elle a eu 3 filles. Moi, j'ai été malade très jeune. Mélissa, donc c'est celle du milieu, elle fait des crises de la maladie, mais on ne sait pas trop. Il faudrait qu'elle fasse un vrai suivi. Et Priscilla, pour l'instant, elle serait porteuse du gène, mais pas malade. Elle n'a jamais fait de crise ni rien. Tout est correct pour elle, donc tant mieux. Mais en gros, c'est ça. Et moi, à 8 ans, on découvre que j'ai la maladie. Comment on découvre que tu as la maladie? Je fais une crise, en fait, chez mes grands-parents, sur le tapis de... Je me rappellerai toujours, devant le lavabo, sur un petit tapis à la con, là. Je vois que j'ai super mal. Donc, j'ai des douleurs aux extrémités des pieds et des mains. C'est des douleurs intenses. On les compare en gros à des piqûres d'aiguilles, comme si on t'enfonçait des aiguilles dans les mains et les pieds. Et en fait, on craint la chaleur extrême. Donc, je vis dans le sud, il fait 35 degrés. Et à l'époque, je commençais à sentir quand même des douleurs quand je faisais de l'athlétisme, justement. Parce que, oui, tu faisais de l'athlétisme ouais, aussi. Au collège, l'athlétisme au collège, mais on on était dans les clubs, etc. Et on courait tout autour du truc et tout. Et je voyais que... Ouais, je voyais que j'avais des douleurs aux mains, que mes mains gonflaient, que j'étais très vite fatiguée derrière, parce qu'en fait, en gros, ça provoque des fatigues chroniques aussi quotidienines. Donc, je voyais qu'il y avait un truc qui allait pas trop, mais bon, pas de là. Et le jour où j'ai fait une crise vraiment violente, là, ma mère, elle a compris tout de suite, parce que elle vit avec mon père depuis. Il avait ça, donc elle a reconnu je sais pas combien d'années. Donc, juste qu'au début, elle se dit pas que c'est ça parce qu'on lui a dit que tu pouvais pas l'avoir. Non, elle a compris tout de suite. Mais pas malade. Mais non, mais elle a compris tout de suite. Ça, c'est un truc de fou. Elle a compris tout de suite que c'était la maladie de Fabry, parce que, comme j'ai dit, avec mon père, elle avait l'habitude. Malgré tout, du fait que j'ai la maladie de Fabry et que j'ai pas pu être pompier à cause de ça, c'est quand même les hommes qui sont plus malades que les femmes. Ça, c'est un fait. Donc, tant mieux pour moi. Même si, voilà, ça vient pas te fracasser à mort, non, mais ça veut dire que t'as découvert ça à 8 ans. Ouais. Donc, quand tu faisais déjà de la gym. Ouais. J'ai quand même continué. Adapté, t'as dû... malgré tout, parce que tu savais pas forcément c'était quoi l'intensité, en fait. C'est ça. J'ai quand même suivi un protocole à l'âge de 11 ans peut-être. J'avais une petite télé où je devais mettre dessus comment vous vous sentez aujourd'hui, est-ce que vous avez mal, pas mal, est-ce que vous avez chaud, pas chaud, vos selles, pas vos selles. Enfin, ça demandait énormément. Tous ces résultats ont duré 1 an, ont été envoyés aux États-Unis. J'avais une perfusion tous les 15 jours. C'est une maladie rare. C'est une maladie rare, ouais. Et justement, il l'a testé pour voir sur les filles. Donc, j'étais suivie à La Timone à Marseille, dans le service rénal, parce qu'à la base, cette maladie, elle touche les reins. Elle touche les reins, le foie, le cerveau, le cœur, mais principalement les reins, Donc, surtout, comme j'ai dit, pour les hommes, là, mais ils voulaient voir pour les femmes. Donc, j'avais ce qu'on appelait la Fabrazyme. C'était une perfusion qu'on me donnait tous les 15 jours. Donc, j'allais là-bas, je m'étais fait des copines. C'est quand même super contraignant, ça veut dire, parce que c'est une... je l'ai jamais vu en contrainte, moi. Ah, wow. Ouais, je l'ai eu en contrainte en vieillissant. Ok. Moi, jeune. Parce qu'en fait, peut-être comme tu l'as eu jeune, ça s'est inscrit dans tes habitudes. Et puis, c'était normal pour toi, finalement. Ouais, jeune et insouciante. Donc, voilà. Donc, et puis, en fait, on s'adapte très vite quand on est jeune à la maladie, plus que quand on est plus âgé. Quand tu la découvres beaucoup plus tard, ça doit vraiment être contraignant. Je pense, ouais. Et moi, en fait, j'ai toujours été habituée à être malade depuis gamine, parce que j'ai une tumeur à l'ovaire droit, un kyste à l'ovaire droit. En fait, depuis que je suis gamine, j'ai toutes les conneries rares, là. Les rares de la création, elles sont pour ma gueule. Donc, quand la maladie est tombée... Parce que tu es forte. Mais oui, voilà. Tu es solide. C'est solide sur les appuis, là. Et donc, en fait, voilà, la maladie, elle a toujours fait partie de moi. Mais moi, je me suis toujours considérée comme les autres, là. Je m'en fous. Oui, tu disais que de toute façon, tu as quand même quelque chose qui est adaptable. Ouais. Donc, c'était pas un frein pour tes objectifs. Non, c'est pour ça que je dis que c'est plus en vieillissant qu'elle m'a fait chier que quand j'étais jeune. Parce que j'ai toujours eu plein de copains et copines. Ma maladie, elle se voit pas physiquement. Donc, en soi... on va pas se moquer de moi. J'avais le caractère pour qu'on se moque pas de moi. Si tu veux par là. Ah non, mais c'est vrai. Bagarre. Et ma mère avait le caractère pour pas qu'on se moque de moi. Donc, une fois, je me suis pris une réflexion sur ma maladie, donc par un prof de sport, justement, où il a dit, j'avais très très mal, on avait dû courir, on avait dû... en fait, j'ai monté mon corps en température. Oui. J'ai trop stocké, en gros. Si vous n'avez pas bien suivi, elle dit qu'un des symptômes, c'est la faute chaleur. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Donc, vous avez compris. quand tu cours là, vous avez compris, pompier, chaleur, ça le faisait pas. On commence à voir la connerie qui arrive, quoi. Donc, oui. Donc, ça l'a pas fait dans ma vie quand j'étais jeune à certains. Donc, athlétisme et c'est ça. Donc, si on se mettait à courir plein cagnard dehors et moi, je cours, je joue, au moment donné, je stocke la chaleur dans mon corps.
ça me provoque les douleurs, je dois m'arrêter. Enfin, et un jour, le prof a dit, mais qu'est-ce que t'as Alzheimer, tu trembles et tout. Ma mère a appris ça. Un carnage. Elle a fait au collège un carnage. Donc ouais, je me suis jamais sentie non plus à part, mais ça a joué sur mes décisions dans ma vie, c'est sûr. Oui, Ouais, oui, ça, bien c'est sûr, parce que tu as dû faire les choses aussi en fonction de ça. Ouais. Et donc, du coup, ce qui nous emmène à la renonciation, du coup, Ouais, d'être des pompier. Ouais, j'étais très triste. C'est encore aujourd'hui, je vois un camion de pompier, je suis triste. Quand je vois les camions à Montréal, je dis, je devrais être pompier. Mais qu'est-ce que ça génère en toi en termes de sentiments et peut-être de regard sur toi-même? J'ai toujours ressenti un peu une frustration parce que je me disais que je pouvais pas être celle que je voulais, ou parce que mes capacités, je dirais pas intellectuelles, mais Tes capacités mes capacités même de travail, genre à l'école, elles étaient pas assez bonnes, donc je pouvais pas être ça. Okay. Et mes tes capacités capacités physiques, c'est encore pas ça. Donc en gros, donc je me disais, qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce qui me reste, quoi? Heureusement, je suis artistique, donc je me suis penchée plus sur le côté créatif. Ouais, j'ai fait sur le côté créatif, ouais. Oui, donc toi, tu as aussi quand même, comme tu disais, tu t'es penchée sur ton côté créatif. Ouais. Parce qu'on se rappelle, au début, tu as dit que tu aimais bien lire, donc c'est aussi que tu aimes Ouais. l'imaginaire, tu aimes aussi le côté peut-être organisationnel, tu aimes le Ouais. visuel, toutes ces choses-là. Ouais, Est-ce que exactement. tu peux nous en dire plus sur comment tu as rebondi? Parce que je me rappelle aussi que tu as dit que tu as fait des études en stylisme. Ouais, c'est ça. Donc au final, j'ai choisi un bac pro artisanat et métiers d'art et un BEP métier de la mode industrie connexe. Donc en gros, j'ai appris à faire de la couture, j'ai appris à monter des vêtements. Ouais, chez Claude, ouais. Tu m'as pas dit, moi j'ai plein de pantalons là. Ouais. Ouais, et Juliette aussi, elle a plein de pantalons. Attends. Les copines, elles ont toujours plein de pantalons à la paix. Mais ouais, j'ai été ça. Mais moi, à la base, je voulais pas du tout devenir styliste. J'avais pas des ambitions de devenir Christian Dior ou Dieu seul sait qui. Moi, je voulais vraiment être conseillère en image. Je voulais conseiller les gens. Très précis quand même. Oui, c'était très précis. J'ai été une très bonne habilleuse aussi sur les défilés de mode. J'étais plus dans l'optique de conseiller les gens. Et si je savais monter un vêtement, ça veut dire que je pouvais conseiller. Donc je suis partie sur cette dynamique-là pour être un peu personal shopper ou ouais, c'est ça. C'était un peu mon objectif quand j'ai choisi ces études et pas du tout devenir créatrice de mode Et pourquoi spécialement conseillère en image? Est-ce que c'était un moyen pour toi d'accompagner des femmes qui, elles aussi, peut-être, elles avaient besoin de gagner plus confiance en elles et du coup, par ricochet ou par effet miroir, ça t'a aidé toi aussi à regagner confiance en toi? Ouais, je pense que je me suis dit que c'était important pour moi que les femmes ou les hommes, tu sais, ils soient contents, ils s'assument, ils se trouvent beaux. Et je me disais de passer par mon expertise, ça veut dire que j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. Parce que j'ai ce côté aussi très... Ouais, et moi, j'ai besoin d'aider les gens. Ouais. Ça fait partie de ma personnalité. J'ai resserré l'étau petit à petit dans ma carrière, c'est normal. Mais ça fait vraiment partie de moi. J'ai besoin de... Donc, on repart sur le côté formateur et aussi conseiller et voilà, de transmission. Et c'était pour moi la meilleure solution. C'est aussi, si je peux me permettre, c'est aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu n'étais pas bonne à l'école et tu n'étais pas bonne en sport. Du coup, qu'est-ce qui me reste? Et en fait, je précise, j'étais bonne en sport. Pardon, elle était bonne en sport. Tu étais bonne en sport. Tu as dû renoncer au sport. Oui. Sorry. Non, il y a pas de souci. Tu as dû renoncer au sport. Mais du coup, est-ce que, de ces deux choses-là, tu t'es dit à un moment, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand même, tu as tout de suite pu rebondir sur une autre facette de ta personnalité et savoir que de cette facette pouvait en découler aussi un métier et des études qu'elle a avec. C'est ça. Tu peux nous dire, c'est quoi ça va peut-être être dur à expliquer, mais quel a été ton switch de dire, il faut que je rebondisse? Je pense, encore une fois, c'est partie de ma personnalité. Je suis assez résiliente et si tu me dis non, moi je vais te dire oui. Et j'ai aussi conscience de mes capacités. Donc quand on me disait que je pouvais pas faire quelque chose, je me renseignais. En effet, prof de sport, c'était faisable, que c'était pas possible. C'était possible. Mais dans le fond, je me suis dit, il en est hors de question que je suive la voie qu'ils m'ont dit. Donc, j'ai commencé vraiment à me renseigner sur ce que moi, j'étais capable de faire. Et au final, c'est ça qui a fait switcher sur ces études-là, parce que je me suis vraiment renseignée, j'ai cherché, je suis allée dans des forums, j'ai regardé, enfin bref. Et je me suis pas contentée qu'on me dise, comme j'ai dit, tu seras coiffeuse. Non, j'aurais peut-être fait une super coiffeuse, je dis pas le contraire, parce qu'il y a un côté artistique et tout, mais c'est pas ça que je voulais faire. Donc, j'allais pas laisser la fainéantise de certains adultes pour orienter des mauvais élèves, on va dire, sur ma vie. Donc, non. Donc, j'ai choisi, c'est ça qui a switché. J'ai dit, t'avais quel âge? J'étais au collège. Oh, tu sais, parce que c'est pour passer au lycée. Mais je trouve ça quand même fou parce que est-ce que tu penses que le fait que t'es malade et dû être responsable de ton corps a fait que t'as quand même dû apprendre à te connaître
très rapidement? J'ai eu une maturité plus grande que les autres. Parce On me que le ça, disait c'est quand même souvent, une manière ouais. de penser. Ouais. Parce que tu dis que tu connaissais tes capacités, tu voulais pas te laisser faire influencer par des gens Ouais. qui allaient sous-estimer ce que tu étais capable de faire. À 15 ans, Ouais. c'est quand même fort. Mais il faut savoir qu'en plus, on m'a toujours dit que j'étais plus mature que mon âge, même si je suis toujours restée une très bonne enfant, très Mais très un peu jeune enfant, mais j'avais conscience des choses. Et t'avais conscience de toi aussi. Ouais, mais la maladie, tu peux prendre n'importe quel enfant qui est tombé malade jeune et qui a connu les hôpitaux, etc. Parce que moi, j'ai connu jusqu'aux arbres de Noël et tout de l'hôpital. On est tous plus matures. Ouais. Les enfants malades sont plus matures que les enfants lovés dans l'enfance sans problématique, on va dire, difficile. Mais du coup, moi, je voulais savoir comment parce que autant t'es plus mature et t'as plus conscience de toi et ta personnalité fait que tu y ailles, mais la peur, elle est où là-dedans? Comment tu la gères? Est-ce qu'elle existe? Elle a existé, je pense, plus tard sur la peur de l'échec. Mais comme j'ai dit, ma vie d'adolescente et adulte a été plus dure que ma jeunesse. Vraiment, les doutes, ils se sont installés quand... je pense qu'ils se sont installés quand les choses, elles deviennent plus dures. Le jugement, le regard des autres, le fait que tu as conscience aussi de certaines capacités. Et tu te dis, là, tu commences à douter de toi. Alors qu'aujourd'hui, à 34 ans, si j'avais fait un retour en arrière, je peux vous assurer que j'aurais été autre chose que ce que je suis aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce que j'aurais eu plus confiance en moi, j'aurais moins écouté, c'est ça. Mais après, je regarde pas mon parcours de vie, mais voilà quoi. Si on revient un peu à ton métier du coup de conseillère en image, donc tu es vraiment, comme tu dis, pour revaloriser l'homme ou la femme qui se sent bien, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu as appris de ces personnes que tu as accompagnées? Alors, c'est paradoxal parce que pendant longtemps, j'ai fait du féminin. Et là où je me suis le plus régalée, c'est au masculin. Ah oui? Ouais, je suis devenue spécialiste costume pendant quelques années. Vous entendez, messieurs? C'est des gens de... C'est ça. Et en fait, je me suis régalée à habiller l'homme, bizarrement. Alors qu'à la base, c'était vraiment... quand je dessinais, c'était la femme. Quand j'habillais, c'était la femme. Je suis toujours très bonne pour conseiller sur les vêtements femmes. C'est pas un problème. Attends, juste, je viens de penser à un truc là. Parce que du coup, tu sais dessiner et tout, etc. Légèrement, oui. Tu t'y connais, quoi. Oui. Non, parce que moi, j'ai dans une petite collection. Destination. On en reparlera. Off. mais oui, voilà, donc j'ai habillé... je faisais aussi ce qu'on dit personnel shopper, là. Il y avait certaines personnes qui venaient me voir, on faisait les magasins ensemble, je regardais la personnalité des gens et je voyais un peu ce qui pouvait leur aller sans détourner qui ils étaient. Parce qu'on va pas habiller de la même manière toutes les personnes, la personnalité elle compte. Et après je suis rentrée en spécialiste costume, je suis rentrée chez Hugo Boss, chez Isaac, mes responsables ils m'ont vraiment pris sous leur aile. D'ailleurs aujourd'hui c'est encore des amis à moi là. Et ouais, ils seront contents quand je dirai ça. Mais ils ont beaucoup compté dans ma vie parce qu'ils m'ont donné vraiment confiance, ils m'ont fait confiance et petit à petit j'ai vu que j'avais une expertise et ça ça change tout. Mais t'as quand même fait 10 ans, non? J'ai quasi fait 10 ans de carrière en vente règle générale, parce que je suis montée à Paris, puis j'ai travaillé pour de grandes marques pour faire mon CV là. Puis après, je suis partie en voyage comme d'habitude. Puis je suis revenue, puis je me suis posée, je suis rentrée chez Hugo Boss. Je suis rentrée en make-up artiste chez Sephora. Bon, ça a été... je sais pas pourquoi je suis rentrée en make-up artiste, mais ça fait partie de ma vie quand on est doué avec les couleurs. Attends, vous voyez, on a toujours un ami. Tous les jours, il a un nouveau job, genre un nouveau métier, c'est ça. aléatoire. Enfin, C'est ça vrai. reste dans le même truc, mais tu sais, que tu te réveilles, tu te dis, ok, elle maintenant, elle est make-up artiste. Maintenant, elle est dessinatrice pour je sais pas qui. Ouais, non, mais ça, c'est moi, ça, c'est ma vie. Et mes amis, ils rigolent toujours parce que quand j'ai un nouveau métier, ils me disent toujours, alors tu vas faire quoi maintenant? Genre, ils se contentent pas du nouveau que je viens d'avoir, non, ils vont dire, c'est quoi, tu veux faire? Et ça, ils connaissent. Ouais, Mais c'est ils trop connaissent. Parce que là, t'as quand même mentionné que tu voyageais pas mal. Et au début, tu nous as dit que t'avais vraiment aimé la Colombie, etc. Mais comment t'as fait? Avec ta maladie? Ah, il y a eu des moments! Il a été dans le désert de Tatacoa. Pauline s'en souvient encore. On va jumper, on va sortir de l'adolescence et on va venir comme à l'âge adulte. Parce que comment tu gères cette maladie quand tu veux faire des voyages, justement? Mais en vrai, j'en ai rien à foutre. Ouais, je fais en sorte d'en avoir rien à faire parce que sinon, je fais plus rien. Et moi, je viens du Sud, donc comment vous dire que j'aime... je suis au Canada, certes, mais j'aime la... C'est un...
Ça javide. Non, mais j'aime la plage, j'aime le soleil. Voilà, Ouais. j'aime faire du volleyball alors qu'il fait chaud. Enfin bref. Donc, c'est sûr que oui, il y a des moments où ça a été très, très compliqué parce que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de crises de ma maladie pour un oui ou pour un non. Mais par contre, j'encaissais mieux. Aujourd'hui, je fais moins de crises. Je les fais que principalement quand je suis malade et que j'ai de la fièvre, température. Donc, j'ai une crise, mais j'ai plus de difficultés sur mon corps. Parce que je vieillis. Je vieillis là. Et j'ai beaucoup moins de capacité là. Et dans le désert de Tatacoa, fallait me voir. J'ai tourné de l'œil. Ça a été compliqué. La chaleur, elle m'a fracassée. Elle m'a tuée. On marchait dans le désert. Je crois que je voyais ma vie défiler. T'as vu le désert au Ouais, moins. j'ai vu le désert. Au moins, tu peux dire que t'as vu le désert de... Comment c'est pas le Tatacoa? Tatacoa, j'ai pas vu la suite. Je crois que c'est Tatacoa en vrai, mais Tu t'es évanouie? je regardais Pauline, je dis Pauline, je vais crever. J'en pouvais plus. J'ai les mains qui gonflaient, j'étais rouge, les jambes, j'en pouvais plus. Ça m'a fatiguée d'un coup. Ah, c'était un Mais c'est un enfer. truc de malade. Un enfer. Donc, en fait, il y en a beaucoup qui me disent quand ma famille, ma marraine, elle s'est mariée depuis que je suis toute petite avec un Tunisien qui est mon tonton. Et donc, on part en Tunisie depuis qu'on est jeune. Ouais. Et la Tunisie aussi, c'est pareil. Hein. Ah oui, parce les que là-bas, 40 il fait chaud, degrés. il fait chaud, hein. Ouais. Ouais, du coup, t'as quand même développé quand même une force pour essayer d'y résister le mieux possible Ouais. et empêcher aussi la maladie. C'est comme si la maladie, elle t'a pris des trucs que tu voulais, et ben Ouais. maintenant, tu veux plus l'empêcher. Tu veux plus qu'elle te prenne d'autres choses. Tu sais, qu'elle s'impose comme un. Ouais, pour moi, elle s'imposera jamais de toute façon comme une problématique. Ok. En effet, c'en est une, mais je ouais. vais jamais faire en fonction d'elle. Je vais D'elle. faire ce que je veux Et on puis, verra là-bas ce qui se passe. quand même, Et oui, mais il y a pas fais le choix. attention. Ouais, mais il y a pas le choix. Non, oui, Sinon, c'est je voyage pas, je fais pas. Si je me préoccupe à chaque fois de la chaleur et la température, je suis morte. C'est sûr qu'il y a certains pays, par exemple, j'aimerais beaucoup aller en Espagne. Et je sais qu'en Espagne, certaines villes, il fait 40, Ouais, certaines 42, choses, c'est- ça vit le soir. Ouais. On m'a toujours... Séville, voilà. Séville, ça fait Ouais. très longtemps que je vais aller le Séville, voir. il fait chaud là-bas. Hors de question. Par À la exemple, gare voilà. Ouais, hors de question que j'y aille en été. Voilà, je le sais. Ouais, Qu'il faudra que j'y aille principalement septembre, Ouais, octobre. ouais. Et voilà, il y a Mais des... ça restera toujours beau. Voilà, Il y a des. je voyagerai quand il y a même. des Là. ajustements. C'est ça, il y a des ajustements. Je m'ajuste. Je m'ajuste parce que j'ai conscience aussi que des fois, si je pars sur une région où il fait 40 degrés tous les jours, Oui, après, ben, le c'est but, pas possible de pour te mettre en moi. danger, c'est pas aussi de te mettre en danger. Franchement, vivre l'enfer pendant Non, 2 ça semaines. sert à rien. Non, ça sert à rien. Donc, je le fais pas. Là, oui, je m'adapte, je fais Ouais, pas et je 100%. voyage dans d'autres dates, d'autres trucs. C'est pas grave. C'est la vie. Bah oui, c'est ça. Et alors, du coup, là, on va jumper. Donc, on a vu ta carrière de conseillère en images. On sait que tu voulais devenir pompier. Ouais. Pompier. On dit pompier? Non, tu pompier. On peut dire pompier, hein, on Pompier. fait c'est pompier. Pompier. Mais actuellement, tu fais un autre travail. Ouais. alors, dans la famille de profession, je te demande. Ambulancière. Ouais. Tu peux nous raconter comment t'es arrivée Je à suis métier dessus. d'ambulancière? Ouais, bah après une bonne dépression. Ouais, donc ambulancière. Ambulancière, ouais. Ben, en fait, j'en ai eu marre, comment on dit, de la vente, du conseil, j'en avais marre un peu du côté superficiel. Je me suis lancée dans l'immobilier à la base. Ah, d'accord. Ouais. J'ai lancé ma société et tout, parce que j'adore l'immobilier, la déco. Non, mais là, ça a été le plus gros plantage de ma vie. Ouais. Ok. Et c'est ce plantage qui a fait que j'ai découvert le métier d'ambulancier, ouais. Parce qu'en fait, quand je me suis plantée en ouvrant cette société, en me rendant compte que... Ah, tu l'as ouvert à ton compte? Ouais. Oh, waouh. Ouais. Entrepreneur. Ouais. du coup. On a tenté. On l'a pas Non, mais été c'est bien, réellement, au moins, mais on l'a tu- tenté. Je regrette pas. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'a permis de comprendre. Je tombais très bas. Parce que j'ai pas réussi à faire ce métier-là. Bah, c'est très difficile. Hein, Ouais. l'entrepreneuriat. Puis Et j'étais crois, toute seule. l'immobilier, c'est J'étais difficile. toute seule et Ouais. je me suis rendu compte en fait que j'étais incapable de travailler seule. Je suis une meuf qui travaille en équipe. Et en fait, de me retrouver toute seule, donc j'ai connu tout à ce moment-là. Donc, je quitte ma carrière pour faire autre chose. Je me lance à mon compte. Je me rends compte que toute seule, je sais pas quoi faire de mes 2 mains toute seule parce que j'ai toujours travaillé en équipe, que ce soit mes sports. Jusqu'à ma vie, j'ai été en équipe. Ouais. Et en fait, j'ai été perdue là pendant 1 an. Je suis tombée en petite dépression. C'est pas une grosse dépression, mais une grosse remise en question qui m'a fait très mal là. Donc, je suis allée voir une psychologue. Et petit à petit, en parlant avec elle, en resserrant, etc., j'ai découvert le métier d'ambulancier.
Et qui finalement, qui est pas un métier anodin, parce que Non, pas il y a du quand tout. même ce côté que tu voulais chercher dans le côté dans les pompiers. Ouais, Et ouais. puis ambulancière, ça reste quand même assez cardio, dans le sens où t'es Ouais. là, on les voit dans les films, les ambulanciers, là. Ouais. Bon, après, bon, on connaît dans les films, ils aiment Ouais, bien un peu. ouais. Je pense pas que c'est tous les jours comme ça, Pas tous mais les jours comme ça ça, reste mais quand même oui. un métier qui demande d'être là, quoi. On doit être physiquement D'être là. physique. On doit être physiquement là, mentalement là. Puis on troque avec l'humain là. Donc nous, en plus, dans notre société Delta 13, là, à Marseille, on travaillait dans les quartiers nord de Marseille. Donc assez pauvre, assez dur, je connais assez les quartiers chaud. nord. Voilà, les gens connaissent en règle générale. Là. Donc c'est ça qui a fait que ce métier, on était très bien réputé dans Marseille. Ouais. On avait de très beaux véhicules. Enfin, franchement, j'ai très grosse fierté d'avoir travaillé avec mon équipe et ce métier-là. Aucun regret. Et en fait, ça complète le fait que j'ai pas pu être pompier, mais que malgré tout, j'ai pu faire de l'urgence, qu'on travaille avec le 15, que j'ai pu faire de l'urgence, que j'ai pu aider les gens. Et en fait, là, je me suis retrouvée totalement. La fatigue a fait que c'est un métier difficile, donc tu le fais pas non plus pendant peut-être 20-30 ans, là. Tu dors pas beaucoup, t'es tout le temps sollicité. Ouais. C'est une charge psychologique aussi. Ouais. Ouais. Donc, À des moments. À des moments. Ouais. Donc, on n'a pas le niveau du Canada, malheureusement. Ici, c'est un niveau supérieur au nôtre en France. Mais malgré tout, j'ai vu et fait des interventions qui sont quand même... Elles sont là, quoi. Elles sont dans mon cœur, elles sont dans ma tête. Et à ce moment-là, est-ce que tu pratiquais toujours du sport ou Et là, j'ai commencé à être en dents de scie. C'est-à-dire qu'après la gymnastique, j'ai fait 1 an et demi de boxe thaï. Puis après, j'ai fait un petit peu de karaté, de kata avec mon meilleur ami. Puis après, justement, je suis rentrée dans les ambulances. Et là, l'ambulance, il m'a tout pris. Tout mon temps, toute mon énergie. Et du temps aussi. Hein. Ouais. Et malgré tout que j'ai été dans les ambulances, j'ai eu une séparation difficile, là, on s'en fiche un peu. Et j'avais pris quand même pas mal de poids. Et j'ai fait appel à, on va dire, à quasi l'un de mes premiers coachs sportifs qui s'appelle Faudil. Et lui m'a bien remis sur les racks, là. Et je l'ai rencontré dans les ambulances en plus. C'est bien que tu parles de coach, etc. Parce que ça nous emmène. Parce que comme tout à l'heure, elle disait, Aurélie, malheureusement pour elle, elle me dit. Non, pour elle est sujette à avoir plusieurs maladies. Ok. Et donc, moi, pour la long story short, Aurélie et moi, on s'est rencontrés au tout début quand on venait d'arriver à Montréal. Big up à Alex. Grâce à un ami en commun. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis, Aurélie, comme elle disait, elle a des maladies qui se voient pas forcément physiquement. Mais la prochaine maladie, quand on va parler, je trouve que aussi, elle se voit pas physiquement si tu la connais pas. Parce que moi, je la connaissais pas. Ouais, tu me trouves juste grosse, en vrai. Non, mais c'est vrai. En vrai, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Tu me dis juste... C'est juste que moi, quand je t'ai vue, je me suis pas dit « Ah, c'est grave une sportive ». Parce que en vrai, si on se ment pas, quand on dit quelqu'un de sportif dans notre tête, on a une image préfaite. Ouais, c'est vrai. On a une image préfaite, alors que c'est archi faux. Ouais, c'est archi faux. C'est archi faux. Il y a des gens que j'ai vus que je voyais sur le semi-marathon, qui avaient tellement de cardio, mais tu les vois, tu peux pas savoir que ces gens-là, ils courent des trucs. Et du coup, moi, on en vient aussi à ton coach, etc. Parce que du coup, moi, j'avais cette image-là. Et toi, peut-être que c'est une image aussi que tu avais toi, parce que du coup, tu disais que tu faisais beaucoup de sport à ce moment-là. Mais quel était ton rapport avec ton corps, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ouais, bien sûr. En fait, pour moi, dans ma tête, dans mon corps, dans mon physique, je suis une sportive. Il n'y a pas de... Mon corps... Mais t'es une sportive. Non, mais genre dans ma tête, là, on va en règle générale, la dysmorphobie. Ouais, exactement. Moi, quand je me regarde... Dysmorphie, peut-être? Dysmorphobie? Phobie, je pense. C'est une phobie. Bon, vous nous direz c'est quoi le bon mot, mais je pense qu'on a compris. En gros, ce que me renvoyait le miroir, moi, c'était une sportive, là. Donc, il n'y avait pas de quand je me voyais un peu trop grosse. Non, moi, je suis une sportive. Je veux le corps d'une sportive. Et en fait, c'est ce que je te disais quand on s'était vu un peu. Moi, je suis une gymnaste. Donc, le gymnaste de mon corps à moi, c'est ventre plat, gros cul, grosse cuisse. Mais tanké, genre la peau contre le muscle, quoi. Donc, ça, c'est ce que j'étais quand j'étais jeune. Et puis, moi, c'est cette image-là. Et je n'ai pas changé de corps. Je suis toujours très fine du haut, un gros cul, des grosses cuisses. Mais il s'est rajouté dessus du gras. Et c'est ce gras-là, en fait, que je... Que tu as cherché à perdre avec ton coach, du coup. Que j'ai jamais réussi à perdre et que j'ai essayé toute ma vie de perdre. En fait, à l'âge de 20 ans, je dirais à peu près, donc il y a à peu près 12 ans en arrière, ou un truc comme ça. Mon corps, il changeait. Et donc, et ce que je disais, il y a une image qui me revient tout le temps, c'est des copines de chez Sephora, on était au bord de l'eau, et elles me disaient « Mais Aurélie, tu as un problème.
t'as une maladie ou t'as un truc et tout. Et moi, je leur disais, mais pas du tout. Non, C'est j'ai juste dit, que je mange bien à la cantine Ouais. et que je fais pas ce qu'il faut. Ouais. Et en fait, c'est quand... Surtout qu'à cet âge-là, ton corps change réellement. Ouais. Tu passes à quand même un Et corps quand j'ai d'adulte. découvert ma problématique il y a 2-3 ans, il y a 2 ans, même pas 2 ans, 1 an. Il y a 1 an, Ça fait en fait, sens. cette phrase, elle m'est revenue et je me suis dit, mais ça fait sens de fou, elles avaient raison. Mais du coup, quand tu faisais parce que du coup, tu as dit que toute ta vie, tu as essayé de brûler ce gras-là. Ouais. Comment ça s'est passé quand le fait que tu n'y arrivais pas, mais que tu n'arrivais toujours pas à te dire qu'il y avait un problème? Parce que c'est qu'il y a 1 an, tu dis. Ouais. Donc, dans cette période où tu prends ton coach, où tu dis, je vais me donner, je vais à la salle, etc., etc., c'est quoi ton sentiment quand tu vois que ça fonctionne pas? Franchement, beaucoup de tristesse. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré, et je comprenais pas. C'est là que j'ai commencé il y a donc, c'est pour ça que je disais 3 ans. Quand j'ai rencontré Faudil, qu'on a fait un coaching pendant 6 mois, 7 mois, Ouais. franchement, il m'a vraiment pris sous son aile, il a pas lâché. En plus, c'était à distance, donc il lâchait vraiment rien sur moi et j'ai eu de très beaux résultats. Il y a pas à dire, le gars, il connaît son travail là. Ouais. Mais ma problématique à moi, c'est quand je voyais les avant-après, c'est là que j'ai commencé à me dire: «Eh, C'est bizarre. il y a un truc, ça va pas». Bizarre. Ouais. Mes jambes ne changeaient pas, J'avais beau faire mon ventre, il se taillait, mon dos, il se taillait, je m'affinais, heureusement, on perd du poids quand même avec un lipodème, mais et là, je voyais mes jambes, je disais: «Mais il y a un truc qui va pas». Pourquoi je vois des filles, sur Insta ou quoi, ça fait 6 mois qu'elles s'entraînent, on voit des avant-après de dingue, même Faudil, il a entraîné des filles avant-après de fou et moi tu me vois, oui, il y a un joli avant-après, il y a 7 kilos en moins, j'espère bien, mais ça va être plutôt visage, ça va être le ventre, mais quelque chose qui stagne quand même. il y a quelque chose qui problème. stagne et je me disais: «Mais c'est un truc de fou, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais pas?» et tu commences à déprimer. Tu commences à te dire: «Mais qu'est-ce que je fais pas bien? Pourquoi mon corps il est comme ça? Qu'est-ce que je fais de mauvais?» Franchement, ouais, ça devenait vraiment très pesant, Tu vraiment. disais que ça avait quand même aussi, cette perception avait un impact dans tes relations. Je sais pas si tu veux en parler un peu? Oui, dans mes relations amoureuses aussi, elles ont eu beaucoup d'impact, psychologique et surtout psychologique, en fait. Parce que mon corps, entre guillemets, quand les hommes de ma vie m'ont choisi, ils m'ont vu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait pas trop de mensonges. C'était pas un Kinder Surprise. Non, mais c'est ça, il y a pas eu trop de mensonges quand même. Mais au final, il y a toujours eu des réflexions. Et des réflexions violentes qui ont aussi mené à un état psychologique aussi au fur et à mesure que j'ai vieilli et que j'ai pris du poids, qui m'ont rongé petit à petit en me disant: «Ah mais j'y ai cru». C'est pas même pas j'ai commencé, j'y ai cru à 1000 %. Parce qu'en fait, imaginons, je dis pas que je suis la fille parfaite là, mais tu te sens bien dans une relation, tu es bien, c'est fun, tu es jolie, tu es ci, tu es ça et tout, mais la seule chose qu'on te reproche, c'est ton poids. Ouais. Donc tu te dis que même si tu fais et j'ai les hommes de ma vie que j'ai eu dans ma vie, j'en ai pas eu une 60 000, mais j'ai vécu avec certains, ils ont vu tous les efforts que je faisais et à la fin, ils me disaient: «C'est vrai que je te vois faire tellement d'efforts et qu'il y a pas de résultat». Ils avaient à la fin un peu de peine pour moi. Ils ont eu des réflexions avant, mais il y avait de la peine pour moi. Ils ont compris que c'était pas... En fait, en plus, le pire dans tout ça, c'est que toi, t'es sans cesse en train de te battre contre un fantôme invisible. Tu vois, essayes de prouver, il n'y a pas de résultat, mais en fait, ça doit tellement être frustrant, modèle d'être frustrant. Il y a une incompréhension qui s'installe et qui te fait croire que c'est ta faute. Voilà. Ah mais tu culpabilises sur toi-même. Il y a pas autre chose. Puis tu sais, les gens ils sont pleins de bienveillance et j'entends. Tu sais, il y a pas que des gens mauvais dans la vie là, mais les hommes de ma vie qui ont voulu être aussi gentils que aussi méchants, à la fin, il y avait toujours un petit sous-entendu. Par exemple, je vais sortir 3-4 phrases qu'on m'a dit dans ma vie à différents stades, hein, bien évidemment, de cette évolution corporelle. Mais j'ai la première phrase, mes amis d'enfance, ils étaient là à ce moment-là, sur ce compagnon-là. Et il m'a dit « J'ai jamais pris un bain avec une fille aussi grosse que toi. » Cette phrase, elle m'a hantée pendant des années. Ouais. Et après, j'en ai un autre. Méchant. Ouais, j'en ai un autre. On allait chercher sa fille, parce que j'ai été belle-mère dans ma vie à un moment donné, et on va chercher sa fille. Et dans la voiture, je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Dans la voiture ou quand on était en train de manger, bref, un laps de temps de pause, il me dit, tu sais Aurélie, tu es vraiment parfaite. Tu es la fille parfaite. Je rêverais pas mieux. Genre, si un jour je te trompe ou que je pars, c'est pour ton physique. Wow. Oh, tu en veux des phrases et après, ça c'est destructeur. Hein. C'est destructeur.
C'était Destination, ton podcast pour avancer pas à pas et explorer tes passions. Alors cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, n'hésite pas à le partager à tes amis, aux femmes que tu as autour de toi. C'est une maladie qui est encore sous-connue et sous-diagnostiquée et le but c'est vraiment de pouvoir propager et comprendre cette maladie qui touche une femme sur 10. Alors vraiment on se retrouve la semaine prochaine pour continuer à aborder ce sujet de la maladie et du sport et surtout le parcours d'Aurélie rempli de découragement, de résilience, de joie, d'espoir et surtout de solutions. Elle va nous partager des solutions clés pour pouvoir avancer avec sa maladie, les traitements possibles qu'il peut avoir. Mais je vous spoil pas. De toute façon, je donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, même lieu, même canapé. Bisous bisous.